à toutes et à tous. On continue cette deuxième journée omnivore sur le Syrah Food Forum. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Lorraine Petit. On va continuer et un peu filer la thématique précédente qui parlait du financement des restaurants. Et aujourd'hui, faire une sorte de boîte à outils, vous donner les clés de la réussite d'un lancement de restaurant. On a 3 experts pour en parler, des personnes qui pourront aussi incarner des parcours de restaurateurs et nous parler de leurs échecs aussi, de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché. Merci beaucoup à tous les 3 d'être avec moi. Billy, femme, tu es cofondateur de Bao Family. Plusieurs restaurants un peu partout à Paris et maintenant à Marseille également. Merci d'être avec moi. Romain Amblard, cofondateur et CEO de Service Compris. Merci d'être ici. Tu es un habitué des lieux. Tu joues à domicile quasiment ici. Et David Sinapian, président du PIC Group et également président des Grandes Tables du Monde. Merci à tous les 3 d'être là. On va commencer par toi, Romain, pour que tu puisses nous présenter chez Service Compris. Vous accompagnez, il est allumé, ouais. Vous accompagnez les restaurateurs en devenir, souvent avec des profils de reconvertis. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix et quels sont les programmes que tu proposes, surtout sur cette partie lancement restaurant? Oui, effectivement, on travaille beaucoup avec des reconvertis et des gens qui ouvrent leur première affaire avec un double challenge, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'entreprends et première fois que je le fais dans un secteur qui a priori pas mon secteur de carrière. Donc ils ont 5-10 ans dans une autre activité et ils se disent à un moment, voilà, quête de sens, envie d'être mon propre patron, de le faire dans un secteur qui me plaît. Mais là, c'est le côté passion et on essaye d'amener un peu de raison derrière tout ça. Sans non plus les brider. Et donc on a trois programmes de vraiment reconversion au début. L'idée, est-ce que ça peut avoir quelque chose qui deviendrait un projet? Travailler ensuite sur le business plan, les chiffres. Et un 3e programme qui est notre programme phare, Accélération, qui là est vraiment de préparer à l'ouverture, les financements, les lieux et un accompagnement sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont l'envie, ils ont un savoir-faire qui n'est pas dans la restauration. Et ensuite, ils ont cette volonté d'ouvrir dans les 6 à 12 mois pendant notre accompagnement avec tout notre réseau, notre écosystème, des mentors qui se mettent à disposition pour les aider à franchir les étapes. On est nous-mêmes restaurateurs, nous-mêmes reconvertis avec Ludovic et Julien, mes 2 associés. Et ça n'a pas été simple tous les jours. Et il a fallu adapter. Et on trouvait que ça manquait terriblement sur le marché. Cette offre d'accompagnement pour des métiers qui sont fantasmés et où derrière il y a beaucoup de réalités qu'il faut connaître. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un regain d'intérêt pour ces métiers-là avec la médiatisation des métiers, notamment les émissions de cuisine? Alors oui et non, c'est vrai que le héros, ça a longtemps été le chef, et c'est toujours un peu le chef, hein, on le voit ici. C'est vrai que c'est les chefs qui ont les plus grosses scènes, qui ont les plus grosses audiences. Nous, on s'attaque à l'entrepreneur. Il est parfois chef, il est parfois pas chef. Et c'est vrai qu'il a fallu quand même aller au-delà et pouvoir dire oui, vous n'êtes pas chef, mais vous pouvez monter quand même un restaurant. Alors peut-être pas tout type de restaurant, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. On n'est pas obligé d'avoir fait un CAP, une école hôtelière pour monter un restaurant. Il a fallu déconstruire un petit peu cette image que la cuisine, c'était les chefs. David Sinapian, je me tourne vers toi. Merci d'être venu. Donc, au sein du groupe PIC, évidemment, il y a la figure emblématique d'Anne-Sophie PIC. Et il y a beaucoup d'autres collaborateurs qui travaillent autour, et pas que dans les cuisines. Donc toi, tu travailles notamment justement sur le déploiement du groupe. On est passé du restaurant à Valence, à beaucoup d'autres établissements. Quel a été le choix de développement ? On a essayé de mettre en place un choix réfléchi. La volonté n'était pas de se développer à tout prix. On a essayé, lorsqu'Anne-Sophie a eu 3 étoiles en 2007, de réfléchir à la meilleure stratégie et au meilleur développement. Mais pour cela, j'ai souhaité, préalablement à ce développement, préparer le groupe, préparer l'entreprise à devenir un groupe et à se structurer pour pouvoir tout simplement être à la hauteur du développement que l'on ambitionnait et surtout m'entourer de collaborateurs qui avaient des compétences dans des domaines
que je connaissais, mais que je ne maîtrisais. Moi, j'ai une formation d'école de commerce généraliste. J'avais besoin d'avoir un DRH, j'avais besoin d'avoir une directrice financière, j'avais besoin d'avoir un pôle marketing et communication, juridique. Donc tout ça, ça a été très progressif. On a ouvert Lausanne en 2009, et l'ouverture de Lausanne, à la suite de cette ouverture-là, j'ai commencé à construire le groupe progressivement pour arriver aujourd'hui à un groupe de 650 personnes avec un pôle administratif de près de 30 personnes. Et 10 établissements partout dans le monde. Et 10 établissements, oui. Toi, tu voyais dès le début le potentiel du restaurant et de la marque Pic, enfin d'Anne-Sophie Pic, le potentiel d'en devenir une marque justement et un groupe. C'était mon ambition. Après, je l'ai partagé avec Anne-Sophie, puisque c'est vraiment on a avancé en duo sur notre développement. Anne-Sophie à la création et puis moi au développement et à la gestion du groupe. Mais en fait, j'ai voulu donner les moyens à Anne-Sophie d'exprimer sa créativité. Donc je me suis occupé de tout le reste. Et je sentais qu'on pouvait, si c'était bien organisé, construire un développement solide et durable. Puisque le plus important pour nous, c'est de durer, ce n'est pas de faire une ouverture et qu'ensuite le restaurant s'effondre au bout de quelques temps. Le but, c'est de durer, et on vient de réouvrir Lausanne il y a quelques jours, après 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on est à Lausanne et on a rénové ce restaurant complètement. Donc c'est vraiment notre stratégie depuis le début, c'est pas de construire des restaurants en CDD. Vous aviez fermé Lausanne pour faire des travaux, c'est ça? Ah, d'accord, ok. Oui, 10 mois de fermeture depuis octobre dernier, oui. Ok. Ça va, la réouverture se passe bien? La réouverture se passe bien, oui, c'est intense. On a passé pratiquement 2 semaines à Lausanne avec Anne-Sophie et nos équipes, puisqu'on était 7 personnes du groupe à être présents sur le site de Lausanne pour accompagner les équipes pour cette ouverture. Oui, ça fait partie aussi des choses, j'imagine, qui sont clés dans la réussite d'une ouverture de lieu. Quand c'est pas le premier, c'est de vraiment l'incarner le plus possible. Comment ça marche, ça? Alors, il y a tout un travail préalable de construction des cartes. Il faut savoir que toutes les cartes de nos restaurants sont faites à Valence. On inaugure dans quelques jours le nouveau Pic Lab, qui est un petit peu l'espace créatif d'Anne-Sophie, où tous les chefs du groupe viennent à Valence travailler avec elle 3 ou 4 fois par an. Et ensuite, sur place, quand on fait une ouverture, les collaborateurs corporate, tous les cadres de groupe nous accompagnent pour suivre les équipes, finaliser les derniers réglages et puis ensuite les lancer dans l'aventure. Billy, femme, je me tourne vers toi. Avant d'ouvrir une petite galaxie de restaurants chinois, nouvelle génération, avec ton associée Céline Chung, est-ce que tu imaginais ce chemin et l'ouverture de restaurants, notamment à Marseille et ailleurs? Qu'est-ce que vous vous disiez au début avant de commencer? Alors avec Céline, sur toute la partie développement, en réalité, on s'est jamais dit grand-chose autour de ça. Ça a été très instinctif. Je me rappelle que, alors nous déjà, on a été accompagnés avec Service Compris, que je remercie parce qu'on a encore des partenaires qu'on a gardés depuis cette époque-là. On a été accompagnés et effectivement, on n'a pas de CAP, on a plutôt un parcours de commerce, tous les deux. Mais vous deux, vous n'étiez pas restaurateurs? Exactement, ouais. On n'était pas restaurateurs et on est parti en Chine se former à la cuisine qu'on souhaitait faire. En revenant, on ne se connaissait pas, en fait. On est parti en Chine sans vraiment se connaître. Vous êtes rencontrés comment? Via quelqu'un qui a partagé la scène tout à l'heure, Graphi de PNY. Ah, voilà, c'est ça. C'est Graphi qui nous a mis en relation. Donc, si elle était encore là, j'en profite pour la remercier chaleureusement. Et tout ça pour dire qu'effectivement, en finalité, ce n'était pas vraiment planifié, mais je pense que tous les deux, on l'avait d'un côté de la tête. On savait qu'il y avait un énorme match et qu'on voulait faire découvrir cette cuisine au plus grand nombre avec une forte ambition. Mais on ne se l'est jamais dit pendant, je pense, 2 ans. Même on a ouvert le premier restaurant et on s'est regardé, on dit allons chercher le deuxième. Et ça s'est fait de fil en aiguille, mais on savait assez rapidement, de manière instinctive, qu'on avait la même ambition, et qui est de faire découvrir cette cuisine qui pour nous est l'authenticité de cette cuisine qui est extrêmement savoureuse, délicate et qui a énormément de clichés qui ont été j'ai envie de dire
véhiculée exactement au travers de nombreux reportages. Et nous, on voulait changer toute cette image-là. Donc l'ambition, elle a été assez forte, mais pas forcément dite tout de suite. Et c'était quoi les premiers obstacles que vous avez rencontrés au moment du lancement? Alors, par déjà, exemple, pour le financer, pour boucler avec la table ronde précédente, est-ce que vous êtes allé voir une banque? Vous avez fait comment pour le financer? Oui, donc nous on est tous les deux avec notre faible apport personnel pour le premier. On a été voir 6 banques, si je ne me trompe pas. Et on a vraiment tapé à toutes les portes. On a réussi à obtenir un financement bancaire qui n'était pas suffisant et c'était vraiment du bricolage au départ. Après, je pense que, je ne sais pas si c'est difficulté, mais c'est un peu l'étape assez importante par laquelle on avait passé. C'est que nous, pendant 3 ans, on a eu un chef qui gérait Grobao, mais jamais de chef groupe. Donc lorsqu'on est parti en Chine, on s'est formé à cette cuisine-là et on cuisinait toutes les semaines chez moi pendant 1 an pour essayer d'exécuter notre carte. On avait même fait un testing, je me souviens, avec l'équipe de service compris. Et lorsqu'on a ouvert, on a eu tellement d'affluence auxquelles on ne s'attendait pas qu'on a dû recruter 8 personnes en cuisine en 1 semaine. Et donc les former, mais en fait c'était à l'arrache complet parce qu'on ne savait vraiment pas faire. Mais ça reste des très bonnes difficultés parce qu'on a du monde qui vient, quoi. Comment t'expliques le fait qu'il y ait eu autant de monde au début? Vous aviez beaucoup communiqué? On avait communiqué autant qu'on pouvait. De toute façon, je pense que avec Céline, on n'a rien lâché à aucun niveau. C'est-à-dire que on s'est dit que déjà on n'avait pas de réseau, on a fait attention à nos produits, à notre cuisine, à notre équipe, à comment ils étaient lookés, à la cuisine qu'elle soit ouverte, qu'on puisse montrer, à l'architecture, à la communication. On avait fait une campagne de crowdfunding à l'époque et je pense que c'est vraiment plein de petites actions mis bout à bout qui ont fait qu'on a eu une communication qui était assez impertinente, où on avait mis no dogs, no cats, no rats, just Chinese cuisine. Et c'était marrant, voilà, ça faisait sourire les gens. Et donc pas mal de personnes se sont arrêtées, ont testé. Et après, on a eu la première année, ça a été un succès, c'est vrai, fulgurant. Ouais. J'ai l'impression que il y a ce qui se dégage des profils des entrepreneurs qui se lancent dans la restauration, il y a beaucoup d'exigences. Mais par contre, il ne faut pas être trop perfectionniste de ce que je vois parce que, en fait, si on attend trop, si on cherche à ce que tout soit toujours parfait au bon moment, en fait, c'est jamais vraiment le bon moment pour se lancer. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que vous en pensez sur la question du perfectionnisme? Romain, parmi les profils que tu accompagnes. Oui, c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire avec Service Compris, c'est garder quand même l'entrepreneur à l'abri au maximum des milliers de micro-flèches qu'il va recevoir un petit peu pendant les 6 à 12 mois et essayer de lui faire l'aider à faire la différence entre les choses importantes un petit peu moins et qu'il puisse trouver un équilibre entre ses idées directrices et la réalité d'un lieu qui n'est pas tout à fait comme ce qu'il avait envisagé, d'une équipe qui met plus de temps à recruter. Donc moi, je ne donnerais pas l'adjectif perfectionniste dans la restauration parce que je pense effectivement qu'on peut, à moins peut-être dans la haute gastronomie, mais en tout cas, nous, dans les projets, il y a plutôt une dynamique, il y a plutôt une envie, il y a plutôt des idées, en tout cas des choses qu'ils ont envie de faire sur lesquelles il ne faut pas lâcher. Après, c'est plutôt leur apprendre et les accompagner pour prendre les bonnes décisions ou les moins mauvaises et que l'idée de départ, parce qu'ils sont aussi dans une phase de reconversion. Donc, il y a aussi un travail personnel qui est important. C'est-à-dire que je veux, en plus, que ma vie professionnelle soit alignée avec mes attentes perso, ce que je n'ai pas trouvé dans mes précédentes carrières. Et donc, c'est important de bien les accompagner aussi sur l'entrepreneuriat, que ce soit de la food ou autre. Donc, c'est plutôt de la résilience, c'est plutôt de l'écoute, c'est plutôt de savoir se faire accompagner. Déjà, quand ils viennent à nous, c'est déjà bon signe, parce qu'ils se disent,
je ne vais pas pouvoir tout faire, aidez-moi. Donc c'est déjà une bonne chose d'avoir des gens qui frappent à notre porte, parce que ça veut dire qu'ils sont prêts, a priori, à écouter, et ils ont conscience des forces et des faiblesses de leur profil. C'est combien d'entrepreneurs que tu accompagnes par an? Alors, sur l'ensemble de nos programmes, depuis 2018, on a à peu près accompagné 400 personnes. Sur le programme qu'ont fait Billy et Céline et d'autres, qui est le programme vraiment de structuration avant l'ouverture, donc les 6 à 12 mois avant l'ouverture, on reçoit à peu près 300 candidatures par an et on en accompagne une trentaine. Voilà, donc là, on en est un peu moins de 100 depuis 2018. Certains n'ont jamais ouvert. On accepte ça, on a une partie de notre modèle économique qui est à l'ouverture, donc on accepte ce risque avec eux. Et très peu ont fermé, et ça c'est une vraie fierté. Il y a aujourd'hui beaucoup de restaurants qui ferment, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans. Là où aujourd'hui les plus anciens des restaurants qu'on a accompagnés, c'est la saison 1 avec Billy, avec Panda Panda, André et Lucas, avec Plaque, rue du Nil. Ils sont là et ils marchent hyper bien. On a eu à peine 5% de fermeture dans les 6 dernières années, ce qui est beaucoup moins que les 60% de fermeture à Paris des restaurants qu'on observe à moins de 3 ans. Oui, cette question, on y reviendra certainement sur justement qu'est-ce qui fait qu'un restaurant perdure, résiste aux crises aussi, parce qu'elles sont nombreuses dans ce secteur. Le Covid a touché de plein fouet forcément le secteur, mais aussi l'inflation il y a ces dernières années. Comment est-ce que les restaurants gastronomiques comme ceux que vous gérez connaissent ces crises-là aussi, David ? Les crises sont cycliques. Je pense que le temps entre deux crises, les cycles sont de plus en plus courts aujourd'hui. En fait, je crois qu'il faut être agile, il faut s'adapter en permanence. Il ne faut pas laisser les outils de travail vieillir non plus. Tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'il faut être perfectionniste ou pas. Moi, je suis ultra perfectionniste. Et je pense que, alors à notre niveau, c'est un univers qui ne peut souffrir de la médiocrité ou de l'à peu près. On est obligé, et d'inculquer ça à nos équipes aussi, d'être ultra perfectionniste. Après, quand on lance un restaurant, je pense qu'il y a des préceptes de base à intégrer, à savoir la partie financière. On doit se préparer à ouvrir un restaurant en essayant de construire des PNL qui soient les plus justes possibles pour faire face à tout type de situation. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut partir du principe que le projet que l'on construit est fait pour durer. À partir de là, on s'entoure des bonnes personnes, on prend les bons prestataires et surtout on essaie de se projeter un petit peu loin pour construire le projet le plus solide possible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils et de connaissances peut-être sur ce secteur du lancement d'un restaurant qui a quelques années. On équipe comme avec Service Compris et puis d'autres types d'initiatives qui existent pour accompagner les restaurants. Mais est-ce que c'est suffisant? Toi, Billy, par exemple, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel il te manquait des codes, il te manquait une partie de formation? Ou est-ce que tu te sentais suffisamment outillé? Alors nous, c'est sûr qu'on a appris même aujourd'hui, on apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'il y avait la question des échecs. Je pense que tout est un rapport à l'équilibre. Après, je suis extrêmement d'accord que la restauration, ça reste quelque chose de... où il faut être extrêmement exigeant envers tout le monde, tout le temps, parce que... par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même un droit à l'erreur parce qu'on on refait le service tous les jours. Nous, en plus, on est plutôt des restaurants populaires. Et après, suffisamment, enfin même aujourd'hui, non, je ne sais pas si je suis suffisamment, j'apprends encore tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est quand même plus... Même avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est quand même mieux armé quand on lance son restaurant aujourd'hui. Et on a, avec des programmes d'accompagnement, avec, même moi on n'avait aucun réseau et on a été énormément accompagné, on l'est toujours. C'est un secteur qui est, je trouve, extrêmement aidant, où il va y avoir beaucoup de
Enfin, personne ne m'a jamais refusé un café parce que j'avais besoin d'aide et de discuter d'un sujet précis. Donc je pense que ça aide beaucoup d'être bien entouré lorsqu'on se lance. Ouais. Et ça vient beaucoup aussi avec la quête de sens, peut-être le fait de vouloir lancer son restaurant. Toi, tu disais que tu as beaucoup de reconvertis. C'est des personnes qui cherchent aussi des nouveaux repères dans un monde où en fait on parle aussi des bullshit jobs, de boulots qui n'ont plus vraiment de sens. Et donc, est-ce que tu vois aussi ces profils-là qui viennent et qui se disent en fait nourrir, restaurer, faire à manger, c'est une partie qui est très simple et fondamentale, qui existe depuis très longtemps, et j'ai envie de me rapprocher aussi de ce genre de boulot. Oui, malgré les difficultés évidentes du secteur, on en parlait, Covid, les grèves, des cycles de vie de restaurants qui sont de plus en plus courts et des choses à renouveler de manière de plus en plus rapide. Malgré ça, il y a beaucoup d'investisseurs qui disent j'en ai marre de la tech, je veux plutôt investir dans un restaurant, dans quelque chose de plus concret, avec des gens, avec des projets qui ont un peu plus de sens, quelque chose de virtuel. Il y a des gens qui en ont assez travaillé devant des ordinateurs et de produire de la valeur pour je ne sais qui, je ne sais où, et qui veulent... voilà. Il y a cette valeur de l'entrepreneuriat aussi, qui est de dire mieux vaut être un patron de soi-même et d'une petite structure que dans une grosse organisation. Donc il y a une convergence quand même d'un rapport au travail qui a changé. On le voit, le télétravail aussi a accéléré un certain nombre de choses, de remise en cause, des gens qui déménagent dans d'autres villes pour être plus calmes, d'avoir un équilibre pro-perso. Et c'est vrai qu'assez rapidement, ces métiers humains, ces métiers de relationnel, l'artisanat aussi, on a pas mal bénéficié des gens qui deviennent ébénistes, qui redeviennent charpentiers, choses comme ça. Et la food arrive. Alors nous, on essaie quand même de dire, c'est pas parce qu'on aime bien manger ou qu'on aime bien aller au restaurant qu'on fait un bon entrepreneur. Donc un travail important qu'on fait au début ils passent de l'autre côté du comptoir. Et il y a quand même, voilà, on peut pas. Ils sont exigeants en tant que clients, ils veulent que ce soit bon, pas cher, ouvert tout le temps, service sympa, très bien placé. Ben oui, ben quand on passe de l'autre côté, il va falloir aussi faire des choix et avoir des bons équilibres. Nous, on dit souvent que réellement 80% du succès d'un restaurant, c'est avant l'ouverture. C'est les bons équilibres économiques, c'est les bonnes équipes, le bon concept, le bon endroit, des loyers pas trop chers, quelque chose qui est bien pensé pour pouvoir permettre que le quotidien qui est fait de... Voilà, c'est comme une pièce de théâtre, on ne peut pas être bon tous les soirs, mais il faut être presque bon tous les soirs. Et pour pouvoir bien tenir ça, il faut avoir des bases très solides. Donc prendre son temps avant de se lancer et vraiment analyser, prendre du recul avant de foncer tête baissée. Exactement, c'est d'autant plus si c'est un changement de vie important, il y a des baisses de salaire, il y a un rythme différent, il faut être aligné si on a de la famille aussi, il faut être sûr que ce soit, alors c'est jamais tout à fait le bon moment, mais il faut quand même checker personnellement si c'est aussi un moment de vie où on peut se le permettre. David Sinapian, tu rencontres aussi beaucoup d'entrepreneurs du milieu de la gastronomie et de la haute gastronomie, avec ta casquette de président des grandes tables du monde. C'est quasiment 200, je crois, établissements, 2 étoiles ou 3 étoiles. Qu'est-ce que ça permet de nourrir aussi pour le groupe PIC? Est-ce qu'il y a, j'imagine, des échanges qui se créent entre les deux? Oui, bien sûr. Les Grandes Tables du Monde, c'est avant tout une association de restaurateurs. Voilà, j'aime beaucoup insister sur ce point-là parce que, en parlant de restaurateurs, on intègre tous les métiers du restaurant et c'est un petit peu l'entrepreneur du restaurant. Et c'est sûr qu'à travers ces mandats de président des Grandes Tables du Monde, ça me permet de rencontrer beaucoup de mes confrères en France, mais surtout à l'étranger, d'échanger avec eux et de voir comment, dans leur pays respectifs, ils considèrent leur métier et l'évolution du métier de restaurateur. Donc c'est très formateur puisque ça nous permet aussi de ramener des bonnes idées, de ramener une réflexion qu'on n'a pas forcément systématiquement en France et de faire grandir ce métier par les échanges et par une vision partagée avec d'autres confrères. Les Grandes Tables du Monde, c'est vrai que la force de cette association, c'est d'être présent dans 26 pays aujourd'hui et de pouvoir, lorsqu'on se rencontre, se réunit, échanger, partager les bonnes idées
pour se nourrir mutuellement de ce qui marche chez certains, de ce qui ne marche pas chez d'autres, et les raisons pour lesquelles ça réussit ou ça échoue. Donc c'est une association très humaine où les restaurateurs qui se rencontrent en tirent vraiment un bénéfice que je considère vraiment comme essentiel dans la conduite de nos affaires. Un petit sondage, vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre, merci beaucoup d'être là. Combien parmi vous ambitionnent d'ouvrir un restaurant? Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, ben on viendra vous voir pour vous poser des questions, donc préparez-vous. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller à toutes ces personnes qui cherchent à ouvrir un restaurant? Si toi, par exemple, tu devais te parler au Billy juste avant d'ouvrir Bao, tu te dirais quoi? Si je devais parler au Billy, je dirais de trouver ça à Céline, donc mon associé. Beau. Parce que ça aurait été très très difficile, autant émotionnellement que... en plus, on est très complémentaires, on ne le savait pas forcément lorsqu'on s'est rencontrés. Je pense que ça a été vraiment la clé de notre succès aujourd'hui. Après, je vais mettre un peu de nuance du coup sur ce qui a été dit auparavant. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait de se focaliser sur ramener du monde dans nos restaurants. Évidemment, aujourd'hui, on va regarder toute la partie PNL et tout, et bon, c'est assez simple pour moi parce que c'est une logique que je fais assez naturellement, mais vraiment essayer de faire passer des gens au travers de notre porte, c'est une chance inouïe et c'est pas facile. En fait, c'est très difficile, c'est la chose la plus difficile, et donc renégocier avec ses partenaires et revoir un petit peu ses cartes, être un petit peu plus intelligent sur comment est-ce qu'on fait sa cuisine. Je trouve que ça reste quelque chose qui est facile par rapport à ramener des clients dans son restaurant. Donc, pensez à qu'est-ce qui ramène du monde chez vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, pourquoi est-ce qu'un client il va venir chez vous. Moi, j'ai beaucoup la notion de récurrence, en fait, de repeat. On est un restaurant populaire où on veut que les gens viennent le plus souvent possible, et c'est qu'est-ce qui nous rend unique et qui fait que vous allez essayer de venir, si c'est une fois tous les ans, c'est une fois tous les ans, mais si ça peut être une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, toutes les semaines, je trouve que c'est vraiment ce repeat-là, c'est un peu ce qui veut tout dire. Donc j'essaye, moi, de me focaliser au maximum sur ça et de travailler au maximum sur ça. Et je comprends très bien tout ce qui va au-delà, mais je pense qu'en termes de lancement, nous, on s'est focalisé sur ça, en tout cas. C'est qu'est-ce qui allait faire que les gens allaient venir. Et tous les deux, sur un conseil avant que je donne la parole au public. Je pense qu'il faut être... c'est un projet de vie, donc être deux, c'est bien, parce que c'est un engagement très fort d'ouvrir un restaurant et de tout mettre en œuvre pour qu'il fonctionne. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, l'objectif est de faire revenir les gens. Les faire venir, c'est bien, mais il faut les faire revenir. Donc pour ça, il faut déployer dans le créneau dans lequel on se situe, tout mettre en œuvre pour que les gens aient envie de revenir. Donc voilà, c'est plein de questions que l'on doit se poser pour trouver les bons canaux et faire revenir les gens. Ça peut être le prix, ça peut être le positionnement, mais c'est aussi la qualité du service, la qualité de l'accueil. On dit souvent que finalement les gens reviennent là où ils sont bien accueillis et bien servis, plus parfois que pour la qualité de la cuisine. Il faut l'avoir en tête, c'est un projet de vie, et quand on le mène à deux, c'est quand même mieux. Et c'est vraiment se mettre à hauteur de client aussi. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est de penser avant tout au client, et ça peut paraître évident, et en fait ça ne l'est pas toujours dans certains restaurants qui marchent sur des concepts, qui ont ouvert pas forcément pour pouvoir juste faire à manger à des clients et régaler des personnes, quoi, ce qui est quand même le fondement d'un restaurant. Romain, sur ton conseil. Oui, alors je suis bien entendu d'accord avec vous deux sur le sens même d'être restaurateur, de faire venir des gens, de les restaurer, qui passent un bon moment, sur la partie ouverture pure et dure.
moi, j'aurais une note un peu plus personnelle, parce qu'on voit les projets de longs mois avant l'ouverture, un an et demi, 2 ans parfois avant. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est avant tout bien se connaître et vraiment trouver en termes d'organisation, même en termes d'hygiène de vie, choses comme ça, vraiment d'être en capacité à avoir beaucoup d'interlocuteurs différents, d'accepter les retours, de ne pas se laisser abattre par les difficultés. Et c'est vraiment un métier qui oblige à être humble vis-à-vis de soi. On sait plein de choses, mais on en découvre des milliers tous les jours. Et nous, on s'enrichit beaucoup et les projets s'enrichissent autant entre eux que nous avec eux. On n'est pas les sachants et eux les apprenants. Et c'est vrai que c'est une belle occasion de savoir comment on travaille, ses forces, ses faiblesses, de bien s'entourer, savoir si on peut le faire tout seul, à deux, d'être lucide sur ses qualités. Et on progresse énormément grâce à ces projets-là. Et c'est à la fois des changements de vie et puis des changements de perception vis-à-vis de soi au quotidien. Donc avant le déclic, pour moi, c'est de se connaître et savoir là où on peut aller, et avec qui et comment. Et c'est vraiment les fondamentaux du projet au début. Profitez-en pour poser des questions. On a un peu de temps encore pour que tous ceux et celles qui veulent se lancer puissent profiter de l'expérience et l'expertise de nos invités. Je vais faire passer un micro. Qui veut a quelque chose à demander? Un partage d'expérience. J'arrive. Partage d'expérience, c'est une question. J'aurais une petite question sur la communication. On sait que c'est un peu le nerf de la guerre, une fois qu'on a le positionnement, une fois qu'on a la marque, etc. Est-ce que vous avez, par exemple, j'imagine pour Bao Family, est-ce que vous avez été accompagné dès le début sur votre communication, ou vous avez géré vous-même et ensuite c'est peut-être passé à des agences? Pour nous, la communication, même depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est géré nous-mêmes. Après, c'est sûr que on avait une sensibilité à le faire. Enfin, c'était assez naturel. Pas pour moi, mais pour mon associé. Donc, ouais. David, sur la communication pour les restaurants du groupe PIC. Oui, je pense que la communication est clé aujourd'hui. C'est très important de bien la structurer, pas aller dans tous les sens, choisir des axes qui permettent d'être assez cohérents et visibles. Mais c'est vrai qu'au départ, on démarre un petit peu seul. Après, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Et puis après, voilà, quand on est un peu plus gros, on a des équipes en interne qui permettent de gérer au quotidien. Mais je crois qu'il faut franchir toutes les étapes avant d'être plus structuré. Mais c'est un point qu'il faut intégrer dès le départ à la création du restaurant et en amont du projet presque. Tu veux ajouter quelque chose, Romain ? Non, la communication fait partie des sujets et des questions à se poser en disant qu'est-ce que je vais faire moi-même en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce que je vais déléguer. Déléguer à mon associé, déléguer à une agence, à un freelance, faire. Et même si on a des prédispositions, c'est bien, mais il faut, voilà, il y a des sujets où ça ne peut être que vous qui fassiez les choses, et des sujets vous pouvez éventuellement déléguer. Mais au début, par manque d'argent, c'est souvent nos photos, nos mises en scène, nos rédactions de textes. Au moins au début, ça dépend de l'ambition du projet. Et c'est vrai qu'il faut se poser cette question assez rapidement. On l'a dit, un restaurant aujourd'hui doit être bon, bien communiqué, avec un angle dès les premiers jours. Et on n'a pas 3 ou 4 mois. On n'a pas 3 ou 4 mois pour tester des choses. Voilà, il faut être bon dès le premier jour d'ouverture. Donc ça veut dire y avoir travaillé effectivement plusieurs mois avant. Oui, petite précision, effectivement. Alors, au début, on gérait vraiment tout. Aujourd'hui, on a une partie RP notamment qui est externalisée. Donc toute la partie contenu, c'est surtout toute la partie contenu, réseaux sociaux, etc. qu'on a gardé en interne. Tu fais faire la presse, mais tu as gardé la main sur la communication, c'est ça? Tu fais faire la presse par une agence, mais tu gardes la main en interne sur la communication. C'est ça, oui, exactement. J'arrive d'abord ici et ensuite je reviens. Merci beaucoup. J'ai une question sur le produit et l'accueil, qui sont aussi revenus en plus de la communication.
Vous dites que c'est hyper important de bien servir, d'avoir un super accueil, un super service et de la très bonne bouffe parce que c'est de la restauration et faire attention à la top line. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus vous qui faites ou qui êtes là pour le service. Donc comment vous vous assurez du suivi de cette qualité ou même au début, vous ne pouviez pas tout le temps être au four et au moulin. Donc comment vous avez assuré que c'était votre patte et votre façon de faire? Ah ben écoutez, on forme des gens. Voilà. On forme des gens depuis 20 ans pour nous accompagner dans des projets d'ouverture. C'est la condition pour ouvrir un restaurant. Si on n'a pas des personnes compétentes pour nous accompagner dans une ouverture, on refuse le projet. Et ça nous est arrivé maintes et maintes fois de dire non à des très beaux projets parce qu'on n'avait pas dans nos équipes des personnes capables de pouvoir nous représenter sur ces projets de restaurants. Donc aujourd'hui, je dirais presque que c'est plus facile parce qu'avec tous nos restaurants, on a des talents qui rentrent dans notre groupe par toutes les portes. Ça peut être Valence, ça peut être Lausanne, ça peut être Londres, ça peut être même Dubaï ou Hong Kong. Et ces gens-là, j'ai mon pôle RH qui les suit. Et ensuite, lorsqu'on les sent prêts avec leur accord, on commence à les faire bouger sur d'autres restaurants et potentiellement sur des projets d'ouverture. Mais c'est vrai, on envoie en ouverture des gens qui nous connaissent parfaitement, que ce soit en cuisine, en pâtisserie, au service et en sommellerie. Il n'y a que les directeurs de restaurants que je recrute localement. Parce que je veux des gens qui connaissent le marché et ce sont ces gens-là qui viennent à Valence plusieurs semaines pour être formés et comprendre qui on est et nous représenter. Ouais, évidemment alors, nous déjà, c'est l'étape où on en est, évidemment. Donc, on vient d'ouvrir notre premier restaurant en dehors de Paris. Et je vais prendre les conseils aussi, du coup. Non, mais c'est clairement avec la formation. Et je vais même prendre ça à partir du recrutement. Donc, qu'on va j'ai envie de dire, le métier est devenu, on sait très bien, hein, il est difficile de recruter aujourd'hui, de fidéliser. Et donc, nous, on a vraiment décidé de pousser sur la formation et avec des personnes qu'on peut vraiment essayer de former, en tout cas en salle, from scratch, quoi, vraiment. Une personne qui a une bonne énergie, qui a une bonne dynamique, qui a envie d'apprendre, on va essayer de lui apporter ça. Mais c'est aussi de la typologie. Après, je vais juste transgresser un petit peu par rapport à... en fait, on a beaucoup parlé du service, etc. Moi, je reviens aussi parce que j'imagine qu'avec toutes les mains qui sont levées, c'est pas tout le monde qui veut peut-être faire un restaurant où il y a une forte partie service. Enfin, certains, c'est... je sais pas, hein, vendre peut-être des sandwichs ou autre. Moi, je reviens sur la partie du repeat qu'on a dit, vraiment de récurrence des clients. Parfois, je pense que vous connaissez tous un restaurant que vous adorez et où le service, il vous balance le truc à la gueule, etc. Mais en fait, vous revenez parce que personne ne fait un sandwich aussi bon ou bien personne ne fait ce que vous voulez, des pâtes aussi bonnes ou quoi que ce soit. Et c'est ça en fait, essayer de trouver cette clé-là. Bon, c'est pas ce que je vous conseille, hein, et c'est mieux de bien les servir. Mais je trouve que c'est important de bien comprendre cette notion de pourquoi est-ce que les gens, est-ce qu'ils reviennent réellement. Bien évidemment, dans nos métiers, encore plus dans le vôtre, de haute gastronomie, le service et l'exigence, la qualité de la cuisine, et il faut être intransigeant, mais parfois l'équilibre est un peu différent, je pense. Juste rajouter, à part le monde de la haute gastronomie, il faut aussi se rendre à l'évidence que les carrières en salle ou en cuisine sont plus courtes. Les gens font pas ça 40 ans, font pas ça 30 ans. De moins en moins, surtout sur des restaurants plus modernes, autour de la street food, du monoproduit. Donc il faut accepter que des gens une bonne aura, soit solaire, soit agréable, souriant, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, et accepter que ça tourne pas mal. C'est pas qu'on fait mal son travail de restaurateur ou que les conditions, mais travailler dans la restauration ne peut être qu'un passage dans une carrière, alors qu'avant il y avait des gens qui étaient en salle jusqu'à l'âge de la retraite,
Et il faut adapter les packages, il faut adapter l'onboarding, il faut adapter les discussions, la manière de fidéliser, l'esprit de corps qu'il y a à l'intérieur du restaurant, casser les lignes entre la cuisine et la salle qui a longtemps été une source de bataille interne et autres, et accepter que les profils sont différents et donc les méthodes doivent être différentes. Et j'ai une question par rapport au choix du local. Parce que vous en avez ouvert plusieurs locaux pendant votre carrière. Tu disais tout à l'heure que le premier local, vous l'avez trouvé en 3 semaines. Et j'étais assez bluffée et quand tu étais là-bas dans l'autre scène. Et est-ce que ça a été un coup de cœur ou on finit par se dire, bon, bah, il y a tel et tel point négatif et on va composer avec? Alors oui, il y avait des points négatifs parce qu'il était sur le marché depuis plus d'1 an. Donc bon, après oui, c'était un coup de cœur aussi. Enfin, je sais pas. Nous, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de feeling. Bon, je pense qu'on l'aurait pris malgré tout ce local aujourd'hui avec l'expérience qu'on a et tout. Mais c'était coup de cœur, c'était un peu tête brûlée, j'ai envie de dire même sur ce premier lieu, parce que 3 semaines après être revenu, on avait visité finalement pas tant que ça. Combien? Je dirais 7-8. Donc par rapport à ce que je crois que c'est ce que je fais en 1 semaine maintenant. Donc oui. Après peut-être. Ça c'est un des premiers conseils, c'est de quand même bien choisir son lieu et tous les économies. C'est quoi les critères pour toi? C'est quoi le critère d'un bon lieu? Nous on a besoin de passage déjà. Après ça dépend de tout le monde. Moi j'ai besoin d'avoir par rapport à la typologie de notre concept. Nous on veut que ce soit, c'est un lieu quand même de destination, mais donc on veut que ce soit un lieu assez central, facilement accessible. Il faut que ce soit un lieu de flux, il faut que ce soit un lieu qui quand même ait du passage le midi et qui fonctionne et la semaine et le soir. Donc en fait je veux tout. Donc c'est évidemment hyper compliqué à trouver et franchement il faut nouer des liens avec les agents IMO. Voilà, moi je vous donne un petites infos de la manière dont moi je procède. En tout cas, c'est que je négocie pas tant que ça les fils de l'agent IMO et j'essaie de lui dire, en fait, vraiment, si ça coche toutes les cases, je vais aller vite et finalement pense à moi parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un business, hein, donc il va recevoir un lieu, il va se dire ça je le file à qui? Donc il faut que je sois le premier dans sa tête lorsqu'il reçoit ce lieu qui me correspond à tous mes critères qui sont complexes. Voilà, je noue des liens, je négocie pas trop les fees et je lui dis franchement pense à moi en premier. Romain, dans les personnes que tu as accompagnées, est-ce que le critère de l'emplacement, il est clé dans la longévité ou même le fait de fermer au bout de 2-3 ans si le lieu n'est pas optimal? Oui, alors c'est vrai qu'il faut, la plupart du temps, on entreprend et on cherche des lieux comme si c'était son appart, en voulant qu'il soit parfait et il faut abandonner un peu parfois cette logique-là. Non, le seul point où on voit qui rend les choses plus difficiles, c'est quand le loyer est très élevé en fait. Parce que là, on ne s'en sort pas, c'est sur la trésorerie, on ne peut pas emprunter de l'argent pour payer des loyers, on peut emprunter de l'argent pour payer un fonds de commerce et avoir un loyer derrière. Mais si quand le loyer est trop élevé, il se renégocie rarement à la baisse. Et c'est vrai que là, ça peut peser sur la rentabilité, ça peut peser sur le quotidien, parce que le 13 février, quand il fait -3 dehors, on est obligé de faire le même CA et d'ailleurs on doit payer le même loyer à la fin du mois qu'en plein mois de juillet où on peut avoir 5 fois plus ou 6 fois plus de clients. Donc c'est vraiment ce point-là du loyer. Après oui, il y a quelques problématiques dans les lieux qu'il faut savoir
Voilà, faut aller se pointer dans les lieux, regarder qui y a le mardi, qui y a le dimanche, passer devant, compter les gens. Nous, on a des projets qui comptent les gens qui passent devant la devanture du lieu qu'ils visent. Waouh. Ah ouais. On en a qui effectivement interrogent tout le quartier pour voir pourquoi il y a beaucoup de turnover sur ce lieu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est un problème de client, est-ce que c'est un problème de gestion. Donc oui, ça nécessite quand même de travailler, mais je dirais que le loyer, c'est un point où on ne peut pas faire marche arrière et qui pèse énormément sur la gestion quotidienne du restaurant. On va prendre une dernière question. Par ici. Question rapide, réponse rapide. Bonjour. Vous parliez de l'importance d'itérer sur le positionnement, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Au début, Billy, par exemple, est-ce que c'était facile de mettre en place, je dirais un peu ce mode opératoire, un peu de weekly, ou je ne sais pas, de parler de ce positionnement, de prendre de recul sur la stratégie, quand on sait que l'opérationnel est quand même assez prenant? Au début, on a été très alignés avec Céline. Donc, en toute honnêteté, il n'y a pas eu vraiment d'itération. Je pense que la clientèle qu'on a visée, on l'a eu. On était dans le quartier. Enfin, tout s'est fait très naturellement. Donc, pour pas te mentir, pas trop. Il n'y avait pas trop de questions stratégiques. D'ailleurs, on n'avait pas le temps parce qu'on était trop fatigués pour réfléchir avec les heures qu'on faisait. Mais on a eu, pour moi, c'est plus le match entrepreneur où on savait tous les deux qu'on voulait exactement la même chose, qui a fait qu'il n'y avait pas trop eu de questionnement là-dessus, et où on était sur le bon quartier, sur le bon ticket moyen, qui faisait que on avait ce qu'on voulait en termes de positionnement. Donc on n'en a pas trop eu. Ça s'est un peu plus posé là lorsqu'on est parti en dehors de Paris. Lorsque même là, on souhaite se développer dans des zones, des arrondissements, sortir de Paris qu'on connaît un petit peu moins. Donc du coup, on se pose un petit peu plus de questions. Mais là, c'est là où nous, on allait le week-end, on connaissait, c'était simple. Et il n'y avait pas trop ces questionnements au début. Mais c'était une chance. Romain ou David, est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter, un mot de la fin? Quelque chose qu'on n'avait pas abordé ou un dernier conseil pour la route? Non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. J'ai mes propres échecs, mes réussites, et je pense que pour réussir, il faut aussi faire des échecs. Donc, alors il faut bien sûr limiter l'impact d'un échec sur un projet, mais on apprend aussi avec des échecs et on apprend aussi à réussir. Donc, je pense que c'est des métiers qui offrent des belles perspectives, on se fait plaisir. Moi, je peux qu'encourager les entrepreneurs à ouvrir des restaurants et à se lancer sans avoir l'arrière-pensée de l'échec. Parce que dans tous les échecs, il y a du bon à tirer. Mandela qui disait « Je perds jamais, j'apprends ». Voilà, et il faut y aller. Super. Romain, tu veux rebondir aussi? Oui, non, c'est... au-delà de l'échec, c'est vrai qu'il n'y a jamais un moment parfait pour se lancer. Il faut accepter aussi qu'on ne peut pas y arriver tout seul ou même à deux. C'est-à-dire que on peut pas savoir tout faire, c'est normal. Il faut vivre avec ça. Donc, il faut trouver les bonnes personnes autour de soi. Et on a souvent tendance à dire, oui, le meilleur moyen de se lancer, c'est de se lancer. Il n'y a pas de recette miracle. Même quand on fait bien les choses parfaitement, ça peut ne pas tourner exactement comme on le souhaite. Mais c'est, je trouve, ce qui fait le sel de l'entrepreneuriat. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages, vos expériences. Merci à vous aussi d'être venus nombreux, nombreuses pour nous écouter. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour parler de café de spécialité au restaurant, voir dans quelle mesure il y en a assez, où on en est du café de spécialité dans les restos. À tout de suite.